Et voilà, donc juste pour vous présenter Solidatech rapidement, sur le fait que nous sommes donc un programme de solidarité numérique dont le but est d'aider les associations à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. Et nous appartenons aux Ateliers du Bocage, qui sont une coopérative d'insertion membre du mouvement d'Emmaüs, située dans les Deux-Sèvres, et dont le cœur de métier, c'est plutôt la collecte et le réemploi de tout ce qui est matériel informatique et smartphone. Et on est né en 2008 de la rencontre entre ces Ateliers du Bocage d'une part et un réseau international de solidarité numérique qui est aux États-Unis et qui s'appelle TechSoup. Donc nos bénéficiaires, ce sont très largement des associations de loi 1901, mais on retrouve également quelques autres statuts, comme notamment celui de fondation reconnue d'utilité publique. Et pour vous donner quelques chiffres clés, on a depuis 2008 plus de 32 000 associations qui sont bénéficiaires de notre programme, inscrites gratuitement. On a pu leur distribuer quelques 500 000 outils numériques, ce qui représente pour le secteur associatif, par rapport à la valeur marchande, une économie de 180 millions d'euros. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le secteur du numérique? Par deux modes d'action principaux, que sont d'une part l'outillage et d'autre part l'accompagnement. Alors, par la partie outillage, on entend par là donc, tout ce qui sont les logiciels et solutions en ligne que l'on propose à notre catalogue à tarif très réduit. Alors là, on essaye de couvrir tant bien que mal à peu près tous les sujets sur lesquels vous pourriez avoir besoin de logiciels, donc de la création graphique aux outils collaboratifs, en passant par la comptabilité et les outils de communication interne, par exemple. Et on a aussi bien, vous pourrez aller voir sur notre site, des partenaires de renom, on va dire, international, du type Microsoft, Adobe, Google, mais aussi pas mal de partenaires locaux français, comme par exemple NetExplorer, TalkSpirit ou encore Wimi. Et l'autre partie qui fait partie de l'outillage, ce sont tout ce qui est équipement informatique. Donc là, on a notre catalogue essentiellement du matériel reconditionné, justement par les ateliers du bocage dont je vous parlais tout à l'heure, auxquels nous appartenons, mais également une petite offre de matériel neuf grâce à nos deux partenaires, Cisco et Dell, avec de la vente aussi bien sur catalogue que sur devis quand vous ne trouvez pas votre bonheur en ligne. Et puis, dernier slide pour ma part, après je passe la parole à Angèle, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on entend sur la partie accompagnement. Donc, vous avez surtout sur notre site internet un centre de ressources qui est à votre disposition, dans lequel vous retrouverez tout ce qui peut être pertinent en matière de numérique pour le secteur associatif, donc des conseils, des tutoriels, des témoignages, des comparaisons d'outils, etc. Et puis, on envoie à nos bénéficiaires qui le souhaitent à peu près une newsletter par semaine avec sur différentes thématiques également, que sont l'accompagnement, les outils, etc. On développe des études, notamment en partenariat avec Recherche et Solidarité, ou encore un outil d'autodiagnostic pour permettre aux associations d'évaluer leur maturité numérique à la fois rapidement et facilement. Et c'est typiquement le genre de ressources qu'on retrouve au sein de notre centre de ressources. Et puis, on vous propose également à peu près un webinaire par mois tel que celui-ci, des formations que nous avons à notre catalogue. Et on a une super équipe support qui est située dans les Deux-Sèvres qui vous répond aussi bien par mail que par téléphone la plupart de la semaine. Voilà pour le petit aperçu de Solidatech. Angèle, je vais vous laisser partager votre écran et puis prendre la parole. Et bon courage. Alors, merci Lorraine. Merci à tous pour votre participation à cette session de sensibilisation à la sécurité des systèmes d'information. Comme on l'a dit, on va être ensemble pour à peu près 1 heure. On va avoir une partie présentation et un temps à la fin pour répondre à vos différentes questions. Pour autant, si jamais je vous perds, je vais trop vite ou que sais-je, n'hésitez pas à le mentionner et à m'interrompre. Donc, l'objectif de cette formation, ça va être de comprendre pourquoi il faut appliquer les bonnes pratiques de sécurité, vous donner les armes pour détecter efficacement les tentatives de fraude et également vous présenter des outils, des bonnes pratiques pour vous permettre de limiter les risques liés à la sécurité de l'information. Et enfin, évidemment, de répondre aux différentes interrogations que vous pourriez avoir. Pour commencer, je voulais vous présenter un petit sondage. Alors, du coup, Vous voulez que je lance, Angèle ?
Ah, si c'est possible, oui, parce que du coup, ça me fait quitter Pas de souci. le diaporama. Donc, le premier sondage qui devrait s'afficher normalement sur votre écran. Donc, selon vous, à quoi correspond la durée suivante de 167 jours? Je vous laisse répondre rapidement. On va se laisser 30 petites secondes, je pense, le temps que... Donc, vous avez le choix, pour ceux qui seraient en replay par exemple, entre le temps moyen écoulé entre une intrusion dans un système informatique et sa détection, le temps moyen pour comprendre à quoi sert le HTTPS, ou encore le temps réglementaire pour déclarer une fuite de données à caractère personnel à la CNIL. Donc on parle de 167 jours. Je vois qu'il y a encore pas mal de personnes qui répondent. On va peut-être attendre encore quelques secondes. Ok, merci à tous d'avoir participé. Donc, en fait, pour ceux qui avaient répondu, effectivement, le temps moyen, les 167 jours, je crois que j'ai plus accès. Voilà, pardon. Le 167 jours, c'est la durée moyenne de détection d'une attaque. C'est-à-dire qu'entre le moment où un intrus va s'introduire sur votre système et le moment où vous vous en rendez compte, il peut s'écouler jusqu'à 167 jours en moyenne. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu des dégâts qui peuvent être faits sur ce laps de temps. On estime également qu'on met environ 9 semaines pour se remettre d'une attaque. Vous voyez également sur votre écran les différents coûts liés à la cybercriminalité, mais je voudrais attirer votre attention sur un nombre, c'est 35%. Que vous voyez, on estime à 35% les incidents qui ont été générés malgré eux par des collaborateurs, donc souvent par inattention, d'où l'importance d'être particulièrement vigilant. Aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté, donc on a une cybercriminalité qui est en forte croissance pour différentes raisons. Notamment, il y a des profits très importants, notamment les données de carte bancaire ou données personnelles qui sont très fructueuses. Il y a également des risques assez faibles encourus par les attaquants, puisqu'il y a une réponse judiciaire assez complexe en matière de cybercriminalité, notamment due à l'anonymisation des différents attaquants et l'absence de traces qu'ils peuvent laisser. On retrouve également une expertise assez accessible, puisqu'il y a beaucoup de services qui se développent en matière de hacking. Et également des sites de plus en plus nombreux, de par notamment la digitalisation des entreprises, mais de la société de manière générale. Aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un téléphone portable, un ordinateur ou un objet connecté, par exemple une montre, vous êtes une cible d'attaque. On estime qu'il y a 4 grandes catégories de motivation principale pour les attaquants. On peut avoir les attaques par idéologie. Donc ça, souvent, c'est des attaques qui vont viser des grandes entreprises, par exemple. Les attaques pour les gains financiers, comme on l'a vu, ça peut rapporter énormément tout ce qui est vol de données personnelles, par exemple. Des attaques tout simplement par déstabilisation. On va essayer de révéler des données de manière publique, des données qui sont censées être confidentielles ou simplement rendre indisponibles des sites Internet, par exemple. Ça peut être pour des sites d'administration, pour vous donner des exemples, ou tout simplement des attaques pour obtenir des plus grandes capacités techniques. Je vais maintenant vous parler des mots de passe. Donc, on va vous faire un deuxième petit sondage. C'est possible, Lorraine, de le lancer. Oh, c'est négociable si vous m'avez gentiment. Merci beaucoup. Alors, un petit deuxième, c'est parti. Donc, selon vous, lequel de ces mots de passe vous semble le plus robuste? Donc, vous avez 3 propositions. Oui, là, je vais éviter de les dire à l'oral parce que ça va être un petit peu plus périlleux. Bon, les réponses ont l'air unanimes. Il y a beaucoup moins de débats qu'au premier sondage où c'était plus partagé. Ok, donc effectivement, le mot de passe le plus robuste était donc la dernière proposition. Il faut savoir que les mots de passe sont votre première barrière dans la sécurité informatique. C'est donc important qu'ils soient efficaces.
J'ai encore perdu. Voilà, pardon. Le projet Richelieu, c'est un projet qui sort tous les ans les pires mots de passe. Donc, je vous conseille d'aller le consulter pour ne surtout pas les utiliser. Un mauvais mot de passe, qu'est-ce que ça va être? On va avoir tout ce qui va être suite logique. Par exemple, suite de chiffres, donc 1, 2, 3, 4, 5, les suites type AZERTY, QWERTY. Également, tout ce qui est mots du dictionnaire. Donc, on va avoir, vous voyez dans les exemples, bonjour, coucou, soleil, tout ça, c'est des mots à proscrire. Également, tout ce qui va être données personnelles qui vont facilement être devinables en vous connaissant un petit peu ou en allant chercher sur vos réseaux sociaux. Donc, typiquement, ça va être éviter d'utiliser le nom de son chien ou sa date d'anniversaire dans ces mots de passe. Ça, c'est des choses qu'on essaye d'éviter. Donc là, on a en tête ce qui est un mauvais mot de passe. Comment on fait pour avoir un bon mot de passe? Vous avez la possibilité de vérifier la sécurité de votre mot de passe et la robustesse de votre mot de passe via 2 outils différents. Donc, pour vérifier la robustesse de votre mot de passe, vous pouvez vous rendre sur le site howsecureismypassword.net. Et donc ça, en fait, c'est un site qui vous permet de tester à quel point votre mot de passe est efficace. Vous rentrez donc votre mot de passe sur le site et le site estime le temps nécessaire pour hacker votre compte avec ce type de mot de passe. Vous voyez par exemple sur votre écran, vous avez donc un test AS24, ça prend 1 heure. Donc autant vous dire que les mots de passe qu'on a vus précédemment, c'est très facile à craquer. Et donc, un mot de passe qui va être un petit peu plus sécurisé. Vous voyez le second exemple qui prendrait 400 millions d'années à craquer. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus robuste. On va avoir des caractères spéciaux, on va avoir des majuscules, des minuscules. On ne va pas avoir de suite logique. Ensuite, vous pouvez également vérifier la sécurité de vos comptes. Si une de vos adresses a été piratée, par exemple, grâce au site avibinpunk.com. Vous rentrez l'adresse mail, par exemple, que vous souhaitez vérifier et le site va vérifier sur différentes bases de données et des sites pirates si votre adresse a été découverte et donc si vous êtes victime d'une faille de sécurité. Donc là, on a en tête ce qui est un bon mot de passe. Ce que vous allez me dire, OK, le mot de passe en dessous, il a l'air très, très bien, mais comment je fais pour retenir ou créer ce genre de mot de passe? Pour ça, vous avez des outils qui sont notamment gratuits, l'outil KeePass. Ça s'appelle un coffre-fort de mots de passe ou gestionnaire de mots de passe. Et en fait, c'est un outil qui va générer et stocker vos mots de passe de manière sécurisée automatiquement. C'est-à-dire que ça va vous créer des mots de passe sur le même principe qu'on a vu précédemment, automatiquement. Comme ça, vous n'avez pas à mémoriser tout un tas de mots de passe pour tous vos différents comptes, puisque on estime qu'il ne faut pas utiliser le même mot de passe sur tous vos comptes. Et donc, c'est une base de données qui va être accessible uniquement via un seul mot de passe que vous aurez choisi et qui devra donc respecter les critères de sécurité. Par exemple, ce qu'on peut vous conseiller pour avoir un mot de passe complexe, facile à mémoriser, une petite astuce, ça va être par exemple si vous aimez bien un livre ou un poème, peu importe, vous prenez les premières lettres de chaque mot d'une phrase et vous allez les remplacer par exemple par des chiffres ou des caractères spéciaux. Par exemple, vous allez transformer le E en 3, le B en 8, ce genre de choses. Vous intégrez des caractères spéciaux, des majuscules. Comme ça, c'est un mot de passe qui est devenu complexe, mais il est facile à retenir pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir concrètement sur les mots de passe, les bonnes pratiques, ça va être donc de choisir un mot de passe complexe à deviner, mais facile à mémoriser et d'utiliser donc un coffre-fort de mots de passe. Surtout, on garde son mot de passe pour soi, on ne le divulgue pas. On évite également de partager les mots de passe entre agents ou tout ce qui va être post-it avec le login mot de passe sur l'écran. Tout ça, c'est vraiment à proscrire parce que c'est comme si vous n'aviez pas du tout de protection. Également, on va verrouiller son ordinateur en cas d'absence, même si c'est uniquement pour aller vous servir un verre d'eau, à l'eau toilette, peu importe. On verrouille son ordinateur. Vous avez pour ça le raccourci clavier Windows L qui vous permet en un clic de verrouiller votre session. Ça permet de protéger du coup l'accès à votre ordinateur. Il faut savoir que votre responsabilité, elle est engagée pour toute action qui est réalisée depuis votre session ou avec votre mot de passe. Il faut être particulièrement vigilant avec ça. Je vais maintenant vous parler du phishing. Alors, le phishing, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle également le hameçonnage en français. C'est en fait une tentative frauduleuse, c'est une pratique frauduleuse qui va tenter de vous dérober des informations personnelles ou vous envoyer vers un site vérolé.
Pour vous expliquer un petit peu plus, on a tous déjà reçu un mail nous disant qu'on avait été tiré au sort pour gagner le dernier iPhone ou que notre facture Free est disponible et qu'il faut cliquer sur le lien pour payer alors qu'on est chez l'opérateur Orange, par exemple. Ça, c'est des mails de phishing. Comment on fait pour reconnaître un mail de phishing, sachant qu'aujourd'hui, ça se fait aussi pas mal par SMS, par exemple. Il y a plusieurs choses qui doivent vous alerter. Souvent, dans les mails de phishing, on va avoir une orthographe approximative. Vous allez avoir plusieurs fautes d'orthographe, une syntaxe un petit peu approximative. Donc ça, c'est quelque chose qui déjà doit vous faire un petit déclic. Également, vous avez souvent des adresses mail suspectes. Là, par exemple, on voit à l'écran que c'est Free qui nous envoie un mail. Normalement, l'adresse mail qui nous envoie ce message devrait se terminer a priori par @free.fr, quelque chose comme ça. Si c'est totalement autre chose, on peut déjà se dire, tiens, c'est bizarre, ça ne correspond pas du tout entre l'adresse mail et l'interlocuteur, c'est pas normal. Souvent également, parce que ça peut être des mails envoyés de la part de particuliers, vous ne connaissez pas l'interlocuteur. Il faut se méfier, donc quand vous recevez des mails d'interlocuteurs inconnus, on évite de cliquer sur les liens hypertextes, on évite de télécharger les pièces jointes. Tout de suite, ça nous alerte un petit peu. Également, ce qu'on peut vous conseiller quand vous recevez ce type de mail, vous avez la possibilité, alors surtout on ne clique pas sur les liens, en revanche, vous pouvez passer la souris au-dessus du lien hypertexte sur lequel on veut vous diriger et vous avez donc le petit encadré que vous voyez à l'écran, le petit encadré blanc qui vous montre la réelle adresse email, enfin la réelle URL, pardon. Donc là où on vous envoie réellement. C'est-à-dire que par exemple, sur l'invitation que vous avez dû peut-être recevoir aujourd'hui pour ce webinaire, il y avait écrit peut-être cliquez ici pour vous connecter. Vous pouvez donc modifier totalement le texte qui apparaît en bleu dans votre mail. Et en fait, quand vous passez la souris par-dessus, vous voyez l'adresse réelle. Et donc là, si ce n'est pas cohérent entre l'adresse en bleu et le petit encadré blanc, ça peut déjà vous faire une alerte. Et enfin, souvent, c'est des mails dans lesquels on va vous demander des informations personnelles un petit peu confidentielles, type des numéros de carte bancaire, votre adresse, vos mots de passe, ce genre de choses. Ça, il faut vous méfier. Sachez que normalement, on ne vous demande pas ces informations-là, que ce soit votre banque ou votre opérateur, ils ne vous demanderont jamais ce genre d'informations par mail. Donc, concrètement, pour résumer, les bonnes pratiques en matière de phishing, ça va être donc déjà de rester vigilant, de bien vérifier que l'adresse mail et le nom de l'expéditeur sont cohérents entre eux. On va éviter de cliquer sur les liens contenus dans les mails ou de télécharger les pièces jointes. Et de manière générale, on va essayer de se méfier des mails d'expéditeurs inconnus. Peut-être pour vous illustrer un petit peu l'importance de la vigilance au phishing, je vais vous mentionner l'attaque NotPetya que vous connaissez peut-être. C'est une des grandes attaques de ces dernières années en matière de cybercriminalité. Et elle a touché notamment des grandes entreprises comme le groupe Auchan, Saint-Gobain ou encore la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et il y a eu des impacts financiers assez colossaux. Par exemple, simplement pour Maersk, l'impact a été évalué à 300 millions d'euros avec plusieurs employés au chômage technique, des semaines d'inactivité. Et tout ça, c'est parti d'un mail de phishing. Donc, ça vous montre un petit peu l'importance de la vigilance sur ce type de mail et qu'il faut toujours être particulièrement vigilant lorsqu'on reçoit ce type de mail. Je vais maintenant vous parler de votre environnement de travail. Donc, on estime qu'il y a 3 zones à risque dans votre environnement de travail. Votre bureau, votre poste de travail, vos locaux et lorsque vous êtes en déplacement. Donc, les bonnes pratiques sur votre lieu de travail, donc on l'a vu avec les mots de passe, on ne partage pas son mot de passe, on verrouille sa session lors de toute absence à son bureau. Et surtout, on va pratiquer la politique du bureau propre, c'est-à-dire qu'on va essayer de ranger les documents qui sont confidentiels dans des lieux fermés à clé si possible. On va également éviter de laisser traîner nos impressions confidentielles aux imprimantes, on va les récupérer directement. Et si possible, on utilise des poubelles sécurisées type broyeur si jamais vous êtes amené à traiter de données un petit peu confidentielles. On vous conseille également de chiffrer les fichiers lors d'envoi par mail, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter d'envoyer en clair des informations confidentielles. Donc pour ça, vous pouvez utiliser par exemple les archives zip qui vont, en cas d'intrusion d'un attaquant sur votre système, la personne pourra lire le mail mais ne pourra pas accéder aux pièces jointes puisqu'elles seront chiffrées. Donc ça protège un petit peu vos éléments.
Dans vos locaux, si vous portez un badge, on va vous demander de le porter de manière visible. Et lors de la venue de visiteurs, on vous conseille de les accompagner. Et après le rendez-vous, vous les raccompagnez jusqu'à la sortie, jusqu'à l'accueil. On évite de laisser des personnes hors de la structure, de la société, se balader dans les bureaux. C'est une des causes justement c'est un risque puisque vous allez les laisser accéder à toutes vos informations, à vos postes de travail, à vos données. Pareil, de la même manière, si vous rencontrez un inconnu qui a l'air un petit peu perdu dans vos bureaux, surtout allez à l'encontre de la personne, orientez-la pour ne pas laisser quelqu'un se balader dans vos locaux. Niveau sécurité, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Et en déplacement, on va éviter d'utiliser tout ce qui est petit équipement offert, qui vous disent clé USB ou même les bornes de recharge de téléphone portable que vous pouvez voir par exemple dans les gares ou dans les supermarchés, puisqu'en fait, à tout moment sur la clé USB, il peut y avoir un fichier verrouillé et ça vous envoie donc des virus. Ça, c'est des choses qu'on essaye de ne pas faire. Vous pouvez également, on vous conseille de préférer les travails en partage réseau sur des groupes type SharePoint plutôt que de travailler en local. Ça permet que si jamais vous perdez votre poste de travail ou si on vous le vole, en fait, tous vos dossiers seront sur un groupe sécurisé et ne seront pas directement accessibles depuis votre bureau. Ensuite, on vous conseille également, alors ça peut paraître un petit peu banal de le dire, mais finalement, c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir, de faire attention à vos conversations dans les lieux publics, surtout si vous mentionnez des informations un petit peu confidentielles, de surveiller ces appareils. On ne va pas laisser traîner son ordinateur dans le train ou dans un restaurant. On essaye de toujours avoir un œil sur ces appareils. Si possible, vous pouvez utiliser également un filtre de confidentialité pour votre écran. Donc, c'est un filtre noir. Et il y a uniquement la personne en face de l'écran qui peut voir ce qui s'affiche. Les personnes autour de vous n'ont pas de visuel sur votre écran. Je vais maintenant vous parler de la charte informatique. Alors, la charte informatique, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui recense les droits et devoirs des utilisateurs. Il doit être défini de manière claire puisque c'est un document qui a une portée juridique. Ce n'est pas une obligation d'en avoir une, mais ça permet de définir les différents droits et devoirs des utilisateurs. Donc pour faire cette charte, pour l'élaborer, on vous conseille de faire une analyse de risque pour faire ressortir la meilleure manière de protéger vos données. En fait, selon votre activité, selon votre secteur, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes vulnérabilités ou être exposé aux mêmes risques. Donc, c'est important de bien connaître son environnement pour savoir comment le protéger de la manière la plus efficace possible. Donc, quelques exemples qui sont évidemment non exhaustifs de thématiques que vous pouvez intégrer dans la charte informatique. Ça va être par exemple tout ce qui est sécurité physique. Est-ce qu'il y a un contrôle d'accès? Est-ce que je dois avoir un badge? Ce genre de choses. Également, la politique de mot de passe. À quel point mon mot de passe doit être complexe? Est-ce qu'il y a une politique de renouvellement régulière? Aussi, est-ce que tout ce qui est usage privé du SI, est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon poste de travail pour des raisons personnelles, pour utiliser les réseaux sociaux, pour faire des recherches Internet qui ne sont pas liées au travail? Tout ce qui va être également règle en cas de départ d'un collaborateur, à quel moment on va lui retirer ses droits. Toute la politique également sur le télétravail. Et enfin, on va avoir également un volet lié à la protection des données à caractère personnel, donc le RGPD, et les différents droits des utilisateurs. Donc, le RGPD, qu'est-ce que c'est? Donc, le Règlement général sur la protection des données, qui est un renforcement de la loi informatique et liberté et qui est entré en application en mai 2018. Donc, vous en avez certainement entendu parler, hein, ça a fait pas mal de bruit, c'est notamment depuis ce règlement qu'on vous demande votre consentement, par exemple, sur les sites que vous visitez, les sites Internet. Donc, le règlement général sur la protection des données, c'est un règlement qui tend à protéger les données personnelles des utilisateurs et donc qui implique pour tout organisme traitant de ces données personnelles certaines obligations, notamment l'obligation de rendre compte. Donc, vous devez déclarer les différents traitements que vous faites de ces données. Également, si jamais vous avez une fuite de données, une attaque par exemple, qui implique une fuite de données personnelles, vous devez le signaler à la CNIL pour justement être compliant au niveau de la régulation. Ça vous oblige également à respecter les différents droits des utilisateurs, donc pour ne citer que le droit au consentement.
Et par exemple, le droit à l'oubli. Si une personne ne veut plus que vous traitiez de ces données, elle a le droit de recourir au droit à l'oubli. Il faut savoir qu'en cas de non-respect de ces obligations, il y a eu du coup depuis 2018 un durcissement des sanctions et donc vous pouvez avoir des amendes jusqu'à 20 millions d'euros. C'est quand même pas négligeable en cas de non-respect. Donc, ce règlement, il vise à protéger les données personnelles, mais une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir deux catégories. On va avoir les catégories de données à caractère personnel courantes. Ça va être tout ce qui est identifiant. Donc, typiquement, votre état civil, votre nom, prénom, date de naissance, votre adresse. Ensuite, on va avoir également tout ce qui est données de connexion et de localisation, votre adresse IP, vos données GPS. Tout ça, c'est des données via lesquelles on peut remonter jusqu'à vous. Ensuite, on va avoir une catégorie un petit peu plus particulière, ce qu'on va appeler la donnée à caractère personnel sensible. En France, ça va être par exemple votre numéro de sécurité sociale, tout ce qui va être votre opinion politique, religieuse, syndicale, votre orientation sexuelle, tout ce qui est lié également éventuellement à des données d'infraction, de condamnation. Et également tout ce qui va être données de santé et données sur les mineurs. Donc ça, c'est éventuellement des données que vous pouvez traiter dans les associations. Tout ça, c'est des données qui sont considérées comme sensibles et donc auxquelles il faudrait être particulièrement vigilant dans le traitement. Il faut savoir que ce règlement, il concerne absolument tous les secteurs et tous les métiers, puisqu'à partir du moment où vous traitez et vous manipulez des données personnelles qui permettent d'identifier une personne, vous êtes concerné par le RGPD. Que ce soit pour les métiers des ressources humaines, les métiers de paye, les métiers de développeurs. À partir du moment où vous créez une application informatique, vous avez des données personnelles, vous êtes concerné par le RGPD. Si vous avez l'élaboration d'un fichier avec des noms, prénoms, des données personnelles, vous êtes concerné par le RGPD. Donc, c'est un effort qui va solliciter l'ensemble des membres salariés d'une entreprise, d'une association. Et c'est pour ça qu'il faut être particulièrement sensibilisé à ce règlement pour être sûr de bien respecter les différentes obligations. Donc pour conclure, un petit parallèle qu'on aime bien faire, c'est celui du renard et du hérisson. Donc le renard qui est rusé et discret, qui a une forte capacité d'attaque, c'est le cyberattaquant. Et on a ensuite en face le hérisson, qui est petit, mais qui dispose d'un moyen redoutable pour se défendre, c'est ses épines. Et les épines, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, les différentes bonnes pratiques à appliquer, les outils pour justement limiter les risques informatiques. Donc, ça se résume en quelques réflexes simples. On va se méfier notamment des mails provenant d'inconnus, éviter de cliquer sur les liens ou de télécharger les pièces jointes. On va également se méfier des demandes inhabituelles. En cas de doute, on ne va pas hésiter à challenger un petit peu son interlocuteur. Il y a eu notamment beaucoup, avec l'arrivée du télétravail généralisé, ce qu'on appelle des attaques au président. Ça, c'est des attaques en fait, où vous allez recevoir un mail de votre responsable hiérarchique, par exemple, qui va vous demander une demande un petit peu inhabituelle de lui envoyer une liste d'informations ou de faire virer de l'argent si vous êtes plutôt côté financier, lui faire virer de l'argent sur un compte. Et en fait, il s'avère que c'est plutôt des mails de phishing. Ce n'est pas du tout votre responsable hiérarchique qui vous demande ça. Donc, dans ce cas-là, on n'hésite pas à passer un coup de téléphone, par exemple, pour vérifier avec la personne que c'est bien une réelle demande et que ce n'est pas du tout une tentative de fraude. Vous pouvez bien évidemment utiliser les différents outils qu'on a vus, donc par exemple KeePass, le gestionnaire de mots de passe, ou les différents sites qu'on a mentionnés un petit peu plus tôt dans la présentation. Surtout, on essaie aussi d'être vigilant lors de ces déplacements et de protéger son espace de travail. Et si on a la moindre question ou un incident informatique à faire remonter, on n'hésite pas à contacter d'autres membres de l'équipe ou le responsable informatique s'il y en a un dans vos structures. Voilà pour la présentation. Je vais arrêter de partager. Merci beaucoup, Angèle. Super, ça nous laisse pas mal de temps pour traiter les questions et approfondir certains points selon les souhaits des participants. Donc, top. Je vais revenir du coup plutôt vers le début de votre présentation
Sur le sujet de vérification des mots de passe, avec notamment l'adresse en ligne que vous nous partagiez, il y avait des participants comme Cyril, par exemple, qui s'inquiétaient un petit peu de la sécurité, justement, de ce genre d'outils. Et même en règle générale, par exemple, dans le cadre de Virginie, et qui serait un petit peu une réflexion similaire pour les outils de coffre-fort, en se disant, mais est-ce que finalement, ce n'est pas typiquement le genre d'outils qui sont les plus ciblés par les tentatives de hacking, etc. Et est-ce que, du coup, c'est bien sécurisé d'utiliser ce genre de choses? Alors oui, en fait, c'est sécurisé puisque c'est des bases de données qui sont sécurisées, qui sont chiffrées. Donc en fait, les attaquants ne peuvent pas accéder à toutes les données, donc tous vos mots de passe qui seraient stockés dans cet outil, puisque c'est une base de données qui est chiffrée. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques des chiffrements, mais en fait, il faut qu'ils aient les différentes clés pour les ouvrir et ce n'est pas le cas. Donc, c'est justement pour ça qu'on préconise ce genre d'outils qui sont sécurisés. Très bien, c'est bien de rassurer en effet deux fois plus sur le sujet. Après, on a plusieurs questions aussi en ce qui concerne les différents gestionnaires de mots de passe qui sont déjà compris, par exemple chez Google, chez Apple, je crois que j'ai vu passer également Samsung, enfin voilà, tous les gestionnaires de mots de passe qui seraient inclus sur certains sites ou téléphones. Est-ce que c'est fiable? Alors oui, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de faille pour l'instant connue à ce niveau-là. Donc, par exemple, oui, je voulais le mentionner peut-être pour faciliter la compréhension de l'outil. Vous avez notamment, je connais donc sur iPhone le gestionnaire du coup Apple de mots de passe. Moi, je l'utilise par exemple, donc il n'y a pas de contre-indication, je dirais, à ce niveau-là. Très bien. Après, on a eu plusieurs interrogations par rapport à la notion de chiffrement, notamment comment faire de manière concrète, une question que se posait par exemple Noro ou Karine, et également une question de constance, par exemple, si vous aviez un outil gratuit, fiable à recommander pour pouvoir faire ce chiffrement. Et il y en a aussi qui n'ont pas bien compris la nuance avec le fait de transformer en fichier zip, alors qu'il suffit de dézipper et donc que ce n'est pas vraiment du chiffrement. Enfin voilà, il y a une petite confusion sur ce sujet-là aussi, j'ai cru comprendre. Oui, alors en fait, pardon, quand je mentionnais le zip, vous avez des opportunités de ce qu'on appelle ajouter aux archives. En fait, vous avez la possibilité, quand vous archivez, de créer un mot de passe, finalement de le chiffrer. C'est pas simplement pour réduire donc, la taille de votre dossier. Et donc, dans ces cas-là, on vous conseille donc d'envoyer par chiffrement et ensuite par exemple, communiquer le mot de passe via un autre canal de communication, type SMS, pour éviter d'avoir les deux informations sur le même canal. Et pardon, je reviens sur la première partie de la question. Comment faire concrètement pour réaliser ce chiffrement? Et je pense que question en soi liée, est-ce que vous avez des outils à recommander en particulier? Alors, j'ai des outils, je ne saurais pas vous dire si c'est gratuit. Il y a notamment l'outil Z. Comment vous écrivez ça? ZED. D'accord, très bien. Qui permet justement de chiffrer en fait, ça vous crée un conteneur chiffré. Donc, a priori, oui, je regarde rapidement, c'est gratuit, je crois. À vérifier, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais donc en fait, ça va créer un conteneur de fichiers et vous pourrez intégrer vos différents fichiers de manière chiffrée. D'accord. En tout cas, il a l'air d'exister une version professionnelle payante, mais à voir si c'est une version gratuite en plus. Oui, c'est ça, je vous en parle parce que c'est ce qu'on utilise notamment dans le milieu professionnel, mais ZED. Stéphane d'ailleurs nous précise que c'est la suite proposée par Premix pour les connaisseurs parmi nous. Très bien, merci pour ce point de chiffrement. Ensuite, une question d'Aurélie qui demandait si on n'utilise pas KeePass, ou d'ailleurs équivalent, après combien de temps faut-il changer un mot de passe?
Et tout comme à l'inverse, il me semble aussi avoir vu passer dans le chat des personnes qui pensaient qu'au contraire, c'était contre-productif de changer régulièrement de mot de passe, enfin, qu'il y avait un doute aussi sur ce sujet-là. Oui. Alors, il y a deux écoles. C'est vrai que récemment, on entendait dire que finalement, changer régulièrement les mots de passe, c'était plus une méthode adaptée, que c'était pas une bonne manière de procéder. C'est vrai que pendant longtemps, on disait qu'il fallait changer régulièrement ses mots de passe, donc peut-être tous les 3 ou 6 mois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on revient pas mal. Donc, c'est pour ça que le site sur lequel je vous conseillais d'aller à vibeinpounds.com, je crois, vous indique en fait si par exemple, votre adresse mail a été piratée. Donc là, par exemple, il faudrait modifier évidemment votre mot de passe. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu discuté sur le fait que finalement, ce ne serait pas une bonne pratique de changer régulièrement les mots de passe. C'est vrai que c'est un peu en contradiction avec ce qui était préconisé pendant longtemps. Donc, il y a deux écoles, on va dire, là-dessus. Oui, comme souvent, après, c'est aussi une question de point de vue et de pratique. On a une question de Katia qui nous demande si on peut leur soumettre une charte informatique. Alors, je ne sais pas si Angèle, vous, de votre côté, vous avez une info. Je rebondis en tout cas sur le fait que je vais vous mettre un lien, Katia, que j'ai déjà partagé avec un autre participant sur un petit guide que nous, on a créé du côté de Solidatech pour aider les associations justement à mettre en place une charte informatique. Alors, ce n'est pas exactement la réponse à votre question, au sens où ce n'est pas un exemple concret, voilà, mais c'est un guide de bonne pratique pour le faire à l'échelle d'une asso. Donc, ça peut déjà vous dépanner. Après, est-ce que, Angèle, vous avez un exemple plus précis ? De mon côté, je n'aurai pas de trame, on va dire, de charte informatique. Pour autant, vous pouvez aussi vous renseigner sur le site de l'ANSSI, qui est justement l'organisme spécialisé dans la sécurité informatique. Et vous avez notamment un guide sur la charte informatique. L'ANSSI, l'Autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et donc, vous avez différents guides pratiques, d'ailleurs, sur beaucoup d'autres sujets qui peuvent toujours vous aider dans votre sécurité informatique. Très bien. Une question, entre autres, de Catherine. J'ai vu passer le sujet également par ailleurs. En ce qui concerne le système de VPN, est-ce que vous auriez un conseil pour choisir un VPN? Et je crois que la préoccupation d'un autre participant, c'était le fait que ça ne ralentisse pas trop aussi le PC. Alors, pour solution VPN, j'ai pas forcément de recommandations sur l'outil. Il y en a beaucoup qui utilisent Cisco, par exemple, Pulse Secure, ce genre d'outils, mais je ne saurais pas. Pulse Secure, c'est ça? Oui. D'accord. Là-dessus, je n'ai pas les compétences pour vous conseiller un outil plus qu'un autre. En termes de ralentissement, alors c'est vrai que ça peut arriver en fonction de l'outil. C'est pas une vérité pour tous les outils. Hein. C'est vrai que, comme moi, par exemple, dans mon professionnel, j'ai jamais eu de ralentissement à cause du VPN. Mais c'est vrai que chez d'autres clients, il y a ce souci-là en fonction de l'outil qui va être choisi. Pour autant, c'est vrai que le VPN, c'est une solution vraiment qu'on préconise parce que ça sécurise absolument vos différents flux. Donc, c'est vrai que c'est une bonne chose de le mettre en place. C'est pas, même s'il peut y avoir des ralentissements, ce n'est pas quelque chose qui va vous bloquer totalement dans votre activité. Hein. On n'est pas non plus sur un temps de latence énorme. Donc, je préconiserais quand même de le déployer. Il n'y a pas de gros risques en termes de perte de temps, de ralentissement. Très bien. Et en termes de recommandations d'outils aussi comme ça, est-ce que vous recommanderiez certains antivirus plus que d'autres? Est-ce que aussi, à votre connaissance, celui qui est par défaut intégré dans Windows 10 fait le job et est suffisant? Alors, sur tout ce qui va être antivirus ou solution, je ne voudrais pas trop faire de recommandations parce que c'est
après, ça rentre dans des critères un peu commerciaux, je dirais. Mais effectivement, je peux sinon me renseigner un petit peu plus en interne pour vous donner par la suite différentes solutions. Mais là, tout de suite, je ne pourrais pas forcément vous donner ce type d'informations. Je pense que de toute façon, c'est justement comme c'est leur thématique de leur cœur de métier. En vrai, tous les grands noms d'antivirus sont tout ce qu'il y a de plus fiable, etc. Après, bien sûr, oui. Libre à chacun selon le niveau vraiment d'exigence et l'enjeu qu'il y a et voilà, le niveau de connaissance, etc. Mais en soi, il n'y a pas de... Enfin, à partir du moment où on reste dans les grands classiques, il n'y a aucun risque. Faut juste, je crois savoir qu'une bonne pratique, c'est de prêter attention à n'avoir par contre qu'un seul antivirus actif sur son PC et que rien de pire que d'en avoir deux qui se renvoient la balle mutuellement et qui. Effectivement. Oui. Voilà. Mais c'est plus ce genre de point d'attention. Très bien. Alors, une autre question. Par exemple, de Sylvie qui nous demande concrètement qu'est-ce qu'il faut faire si notre adresse mail a été piratée. Alors déjà, immédiatement, changer votre mot de passe, vérifier également les données qui auraient pu être compromises. Donc, est-ce que c'est simplement des mails ou est-ce que vous aviez des données un petit peu confidentielles dessus? Donc, typiquement, on va vous dire de changer immédiatement votre mot de passe pour que cette adresse ne soit plus accessible par l'attaquant. Donc déjà, ça va être la première chose à faire. Très bien. Je reviens sur ce sujet de VPN où France demande si on dispose d'un guide pour le mettre en place. Alors, côté Solidatech, à ma connaissance, non. Est-ce que côté Wavestone, vous avez des ressources comme ça qui seraient partageables sur le sujet? Pas à ma connaissance, je peux me renseigner effectivement si on en a. Mais je ne suis pas certaine qu'on ait ce type d'informations. Mais je peux me renseigner, effectivement, je vais le noter. Et est-ce qu'Angèle, vous pensez que vous seriez en mesure, après du coup le webinaire, de partager une liste de conseils d'outils de VPN à proprement parler qu'on pourrait Je mettre à vais disposition? effectivement voir si on a les ressources. 3 exemples, ça rendrait service notamment à Michel. Très bien. Est-ce que, nous demande Adélaïde, il faut un pare-feu sur notre messagerie, parenthèse, qui vérifie l'identité d'un nouvel expéditeur de messages? Est-ce que c'est quelque chose d'utile, de plus sécurisé ou pas forcément? Oui, alors en fait, le pare-feu, il va analyser vos mails pour voir si c'est du courrier indésirable. Donc, c'est pour ça que parfois, si vous avez ce type d'outil, les mails vont directement aller dans le courrier indésirable si c'est considéré comme du spam. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Ça vous évite de les avoir directement dans votre boîte de réception et ça vous permet de ne pas cliquer dessus puisque ça va automatiquement dans vos spams. Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Tout à fait. Très bien. On a une question également de la part de Félicien qui demande si les réseaux Wi-Fi qui demandent une authentification, par exemple les réseaux universitaires, est-ce que ça a le même niveau de sécurité qu'un réseau privé ou est-ce que c'est aussi transparent qu'un réseau ouvert? Alors, si un réseau... Pardon, vous pouvez... Oui. Si un site qui demande une authentification a le même niveau de sécurité qu'un réseau privé? Si les réseaux Wi-Fi qui demandent une authentification sont du même niveau de sécurité qu'un réseau privé ou si à l'inverse, c'est peut-être aussi quand même transparent qu'un réseau ouvert qui ne demanderait aucun code. Enfin, où est-ce que ça se situe en termes de sécurité, les réseaux Wi-Fi partagés mais avec authentification? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit comme ça qu'il faille voir la chose parce qu'en fait, ça va dépendre aussi de l'architecture, de la manière dont est fait le réseau. En revanche, effectivement, le fait de s'authentifier, ça va éviter, ça va limiter les intrusions sur le réseau.
Donc, en fait, vous allez avoir une sécurité en plus par rapport à un réseau Wi-Fi public, par exemple, où il n'y aurait pas d'authentification, ce genre de choses. Mais de là à dire que c'est la même sécurité ou non qu'un réseau privé, je ne suis pas certaine qu'on puisse identifier comme cela. D'accord. Alors, on a, pour ne rien me cacher, beaucoup de questions assez spécifiques, donc je pressens d'ores et déjà qu'on va avoir du mal à avoir le temps de répondre à tous. On va faire au mieux. On a, par exemple, des questions pour revenir sur le sujet des spams dont vous parliez tout à l'heure. Mais là, pour le côté non voulu, on va dire comment expliquer qu'il y ait des mails connus qui passent en spam. Comment, à l'inverse, faire pour éviter d'être soi-même détecté en tant que spam quand on écrit à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à connaître sur le sujet? Alors effectivement, ça peut arriver si notamment l'interlocuteur est inconnu, que si c'est le premier échange, ça peut arriver que ça arrive directement dans le spam. En fait, à partir du moment où vous l'identifiez comme un non-spam, donc vous le passez directement dans votre boîte de réception, normalement, ça devrait plus se produire. Après, ça, c'est plutôt de l'informatique plutôt que de la sécurité. Je ne sais pas je ne saurais pas vous dire s'il y a un moyen de faire qu'une adresse que vous connaissez, avec laquelle vous... Ouais. Oui, en fait, à partir du moment où vous avez eu un premier échange et que vous le passez en non-spam, normalement, ça ne devrait plus passer en spam, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelques failles, effectivement, dans l'outil. C'est en fait une configuration peut-être à faire. Il n'y a pas de recette miracle qui permet... Ouais. Peut-être qu'il y a comment on appelle ça, des noms de domaine aussi qui passent plus en spam que d'autres. Enfin, je sais qu'en général, quand on utilise des adresses très génériques avec en nom de domaine Gmail, Hotmail, etc., on a plus de chances qu'avec une adresse @wavestone ou @solidatech.fr de passer en spam, parce que c'est typiquement de ce genre d'adresse facilement créable et gratuite que sont d'habitude envoyés les vrais spams, si je puis dire. Donc, si jamais, par exemple, vous n'avez pas un nom de domaine au nom de votre association, ça peut être un exemple de piste. On a une question de la part d'Agnès qui nous demande si il y a des meilleurs moteurs de recherche que d'autres pour parer au risque de sécurité. Est-ce qu'un Google vaut mieux qu'un Edge ou pas du tout, ou qu'un autre petit moteur de recherche moins connu? Enfin, d'ailleurs, je pense que moteur de recherche, je pense que c'est même pas tant le terme que la plateforme web tout court sur laquelle. C'est-à-dire, par exemple, Est-ce que je pense qu'une navigation Internet sur Google, comme sur Edge, comme sur un autre Mozilla ou je ne sais quelle solution moins connue, est-ce que en termes de sécurité, ça a le moindre impact? Il y en a qui se valent mieux que d'autres, ou est-ce que c'est uniquement lié aux antivirus qu'on va mettre en place, aux bonnes pratiques, et que finalement, qu'importe ce par quoi on passe pour naviguer sur Internet? Oui, finalement, en fait, sur les moteurs de recherche niveau sécurité, il ne va pas y avoir énormément de différences sur les grands noms, hein, évidemment, qu'on connaît. Après, ça va plus être en termes de confidentialité. Les politiques de confidentialité ne sont pas toujours les mêmes sur Google ou sur, par exemple, Quant ou peu importe. Après, en termes de sécurité, il ne va pas y avoir d'énormes différences. C'est plutôt en termes de confidentialité de vos données, donc de ce que vous recherchez, etc., plus que en termes de sécurité. Il y a une question d'Audrey, mais je pense qu'il y a des chances que ça recoupe ce qu'on disait plus tôt sur les systèmes
gestionnaire de mots de passe Google et autres, qu'est-ce qu'il en est de l'enregistrement automatique des mots de passe par des navigateurs Internet du type Firefox ou Brave? Ça, on va essayer d'éviter. Ah, quand Parce même, d'accord. que, en fait, tout simplement aussi parce que si une personne est sur votre ordinateur, donc a réussi à passer outre votre mot de passe de session, par exemple, euh, il a accès à tous vos mots de passe. Il a accès à tous vos mots de passe sur le navigateur. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on recommanderait. Parce qu'en fait, juste en allant sur votre navigateur de recherche, on va pouvoir accéder à tous vos comptes. Donc, c'est assez risqué comme manière de procéder. Bon à savoir, en effet. Une question d'Anthony qui nous demande ce qu'on pense du service Dashlane. Alors pour information, à l'échelle de Solidatech, on est en train d'essayer de mettre en place une offre avec eux au service des associations. Donc c'est que nous, on est plutôt convaincus de l'utilité de l'outil. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, Angèle, un petit mot sur le sujet ou pas Dashlane, ouais. Je ne suis pas sûre de connaître. C'est un outil de gestionnaire de mots de passe notamment. Peut-être que ça fait encore d'autres choses et que moi je connais que cet aspect-là, mais en tous les cas ça fait ça. Très bien. Une question, j'en trouverai peut-être d'autres d'ailleurs au passage, sur le RGPD, de la part par exemple de Bernadette qui nous demande à quelle date faut-il le mettre en place et si la tenue d'un registre est obligatoire. À quelle date il faut mettre en place un... Je pense que la réponse est maintenant. Oui, pardon, parce que... Je pense que la vraie réponse est il y a 2 ans et du coup, maintenant. C'est ça. En fait, le règlement est entré en vigueur en mai 2018, donc vous êtes tenu de respecter ce règlement depuis mai 2018. Oui, là, effectivement, la réponse est plutôt hier. Et est-ce qu'un registre est obligatoire? C'est-à-dire, en fait, effectivement, si vous... c'est une obligation en fait de maintenir votre registre si vous traitez des données personnelles. En fait, ouais. Ce n'est pas le cas, non, évidemment. Mais effectivement, c'est une obligation dans le règlement de maintenir et de le mettre à jour, de maintenir à jour ce registre. Il y a François qui nous demandait aussi sur le sujet du RGPD s'il existait un bon guide pour être conforme, qui n'avait pas l'air très optimiste sur cette possibilité en disant que même la CNIL n'avait pas l'air toujours au point. Ça vaut ce que ça vaut après, mais voilà, nous, dans le centre de ressources de Solidatech, vous avez plusieurs ressources dédiées vraiment au sujet RGPD et sur un petit peu tous les formats, aussi bien format webinaire, donc vous pouvez visualiser les rediffusions qui sont consacrées uniquement à ce thème-là et qui du coup apportent normalement pas mal de billes. On a des formats plutôt articles rédigés également. La CNIL, normalement, est bien fournie quand même. Après, c'est presque parfois un peu trop riche. Enfin, disons que faut reconnaître que ça prend du temps de saisir tout ce qu'il y a à disposition de leur côté. Est-ce que vous, Angèle, vous avez un guide aussi, quelque chose à partager, même après coup sur ce webinaire ou pas forcément, hein, Alors, je peux regarder si on a effectivement, je sais pas, à ma connaissance, c'est un guide pour autant, comme vous l'avez mentionné, la CNIL est quand même la référence avec l'ANSSI pour vérifier les différentes mesures à mettre en place. C'est difficile d'être 100% conforme au RGPD. Encore aujourd'hui, nous, on intervient beaucoup auprès de nos clients pour justement les accompagner dans la mise en conformité réglementaire. C'est un travail de tous les jours puisque ça évolue beaucoup. Il y a encore des modifications qui sont faites aujourd'hui sur qu'est-ce qui est une donnée personnelle, des données personnelles qui étaient considérées comme telles, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, c'est très évolutif. C'est pour ça que c'est important de se maintenir un petit peu à jour sur ce règlement. Et donc, je peux regarder effectivement ce qu'on a en interne, de conformité RGPD, et puis vous communiquer si on en a. Super, merci beaucoup. Après, on a une question, par exemple, de Nathalie qui demande pour une petite asso en quoi consiste le RGPD. Mais en fait, je pense que c'est pas une question de petite asso, enfin, c'est plus une question de cœur d'activité, Effectivement, en fait, la taille, que vous soyez une association de 5 la taille qui personnes compte, ou Nathalie. Voilà, il fallait que je le dise, excusez-moi. ou une entreprise de 5000 personnes, en fait, vous avez les mêmes obligations, puisque c'est à partir du moment où vous traitez, vous avez un traitement de données personnelles.
Donc, selon votre cœur de métier, votre activité, vous allez être concerné ou non, mais ça ne dépend pas du tout de la taille de la société, de la structure. Par contre, on est d'accord que, comme Alexandra se posait la question, que ça concerne bien le RGPD, ça ne concerne pas que les données informatisées, hein, c'est toutes les données, y compris sur support papier. Oui, tout à fait. Tout ce qui est données personnelles, identifiantes et même sur papier. Et d'ailleurs, bonne question Alexandra, parce qu'on a presque tendance à l'oublier à l'ère, plus ça va, plus tout est numérique, et en fait, ça concerne bien également les autres données sur papier. Je prends encore une ou deux questions sur le RGPD, puis on verra si on peut aborder autre chose avant de conclure. Un petit peu pareil, Cyril qui nous demande si on a un modèle de registre de traitement des data perso. Il y a de fortes chances que oui, on ait un exemple de ça sur le site du centre de ressources. Voilà. Abby, à la limite, n'hésite pas à jeter un œil si tu trouves un lien à partager à Cyril. Et sinon, voilà, avec la recherche sur notre centre de ressources RGPD, n'hésitez pas. Je pense que Angèle, on n'a pas non plus sous la main parce que ça recoupe un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais on va jeter un œil de ce côté-là. Après, ouais, c'est des questions très spécifiques, comme par exemple, est-ce qu'il faut prévoir des antivirus sur les smartphones professionnels? Demande Virginie. Et si oui, que conseillerez-vous? Mais bon, là, je pense que du coup, vous n'aurez pas forcément un antivirus à recommander plus qu'un autre. Mais en tous les cas, c'est ça. Mais sur le principe, sur téléphone professionnel, est-ce que c'est nécessaire d'en mettre un spécifique? Je sais pas vraiment. Enfin, oui, effectivement, un antivirus, c'est nécessaire pour éviter des intrusions de programmes malveillants et effectivement de virus. Hein. Maintenant, pour vous recommander des outils, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Je ne pourrais pas vous donner un outil là comme ça, plus qu'un autre. Mais du coup, c'est nécessaire d'en rajouter un en plus. Enfin, c'est pas pareil. Il ne faut pas partir du principe que c'est inclus dedans. Alors, en fait, ça dépend de votre système. Par exemple, il me semble que sur tout ce qui est Apple ou iOS, normalement, c'est compris dedans. Vous avez déjà un antivirus par défaut. Donc, ça va dépendre, je pense, de votre système d'exploitation. Je ne connais pas assez en téléphonie pour vous indiquer si ou non c'est compris dans quel système d'exploitation. Mais normalement, ils sont compris. Ok. Une question d'Hervé qui nous demande si chez Solidatech, nous avons dans notre catalogue des outils permettant la surveillance d'intrusion, collecte et analyse de logs et utilisables par des associations de taille moyenne. Alors, je vous invite du coup, Hervé, à regarder dans notre catalogue. Vous avez sur la gauche tout plein de filtres, dont ceux justement de antivirus et sécurité, selon les enjeux. Et donc, vous verrez si vous trouvez votre bonheur parmi nos partenaires, notamment Bitdefender et Norton, Veritas, etc. Donc, à voir là, j'avoue que sans rentrer plus dans le détail, c'est compliqué de savoir pour moi si ça répond complètement à votre question. Mais en tous les cas, s'il y a, c'est là que vous pourrez trouver la réponse. Je vois qu'on arrive à l'issue du timing imparti, donc je me doute que beaucoup d'entre vous vont devoir partir, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc, je remercie tous ceux qui ont préparé ce webinaire et qui doivent y aller. Si ça vous va, Angèle, on peut se dire qu'on reste 5 minutes de plus pour répondre à quelques questions. Bien sûr. Super. Bon, on continue un tout petit peu pour essayer de laisser un peu moins d'insatisfaits. Après, une fois de plus, on fait au mieux. Mais une question d'un spectateur anonyme qui nous demande si pour les associations, on a des conseils ou des témoignages sur l'équilibre entre sécurité informatique et difficultés en informatique des bénévoles.
Tout comme je pense que j'avais vu passer aussi une question sur plus précisément le sujet de la charte informatique et de dire oui, bon, bah, c'est facile, enfin, on voit bien comment faire par rapport aux salariés avec un avenant au contrat de travail, etc. Mais comment est-ce qu'on fait avec les bénévoles pour leur faire respecter ce genre de choses? Donc, par exemple, est-ce qu'une charte informatique, on peut la faire signer aussi et il peut y avoir une notion d'engagement de la part de bénévoles ou d'adhérents, etc. Et est-ce que et comment on fait pour de manière réaliste se dire que la sécurité, entre la théorie de la sécurité informatique qu'on a vue là et la réalité du terrain avec des bénévoles qui ont des niveaux différents sur le sujet. Oui, alors en fait, la charte informatique, elle va concerner les utilisateurs de votre système d'information. Donc, alors c'est vrai que le statut juridique du bénévole par rapport à la charte informatique, en tout cas, il est concerné. J'aurais tendance à dire oui, il est concerné puisqu'il concerné. il va utiliser votre système d'information. Après, les recours que vous pouvez avoir contre cette personne, si c'est pas, s'il n'assume pas, c'est vrai que là-dessus, je ne saurais pas vous dire. Pour autant, normalement, il est censé utiliser ces bonnes pratiques, hein, puisque c'est nécessaire pour la sécurité du système d'information. Et donc, comment on fait alors, c'est vrai que ce n'est pas évident, surtout s'il y a beaucoup de turnover, par exemple, au niveau des bénévoles. Ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'élaborer un petit guide pratique, par exemple, que vous pouvez leur communiquer pour les sensibiliser un petit peu avec des thématiques assez basiques, hein, comme on a pu le voir lors de cette session. Et puis, éventuellement, faire des courtes de formation, leur donner un petit peu les différents outils et bonnes pratiques. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même encadrement que pour des salariés. Donc, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus difficile à mettre en place dans la durée. Mais, oui, il faut être réaliste dans ses ambitions, justement, voilà. sur le sujet. Et en même temps, il ne faut pas hésiter, pour les nouveaux bénévoles, à inclure en fait cette étape-là dans l'accueil du bénévole et que ça fasse vraiment partie, d'ailleurs que vous le formiez et que vous l'intégriez à distance ou en direct, hein, dans les deux cas. Je pense que c'est une bonne pratique, voilà, d'inclure ce sujet-là une fois qu'il est au clair de votre côté dans l'accueil. Et par contre, pour les anciens bénévoles, en fait, tout dépend comment vous êtes en mesure de les joindre d'habitude. Ça peut être une communication par email, ça peut être affiché dans vos locaux si c'est parce que vous avez plutôt des ordinateurs à disposition du grand public. Ça peut être, voilà, faut, selon une fois plus vos moyens à disposition, mais c'est tout à fait légitime de votre part de faire une piqûre de rappel sur ce sujet. C'est vrai que c'est souvent plus facile à mettre en place pour des nouveaux arrivants, assez paradoxalement, que pour des personnes un peu plus anciennes dans la structure. Allez, je propose qu'on termine avec une question de Benjamin qui a une question concernant les sauvegardes et qui nous demande si on aurait des conseils, des bonnes pratiques à partager en matière de sauvegarde de données. Alors, je pense que par sauvegarde de données, là, du coup, ça entend plutôt même les documents. Alors, c'est assez vaste comme sujet. Donc, j'espère que je ne vais pas répondre à côté. Ce qu'on vous conseille, notamment, c'est ce qu'on a évoqué lors de la session, c'est évidemment de sauvegarder ces données de manière régulière et plutôt sur des groupes réseaux partagés type SharePoint, plutôt qu'en local, puisque ça vous permet du coup d'accéder à vos données, même si vous perdez par exemple ou vous faites voler votre poste de travail. Donc, on va éviter tout ce qui est sauvegarde en local, plutôt utiliser des réseaux partagés par exemple dans votre donc, ça, c'est un premier point qui est assez important en termes de sauvegarde. Et évidemment, sauvegarder de manière très régulière, hein, les différents documents que vous avez. Après, je ne sais pas trop dans quelle mesure, à quel point vous voulez des précisions sur la sauvegarde, mais de manière générale, c'est ce qu'on conseillerait en termes de sauvegarde, plutôt que de le faire sur des groupes SharePoint, par exemple. Je pense qu'on a aussi des bonnes pratiques sur le sujet dans le centre de ressources Solidatech qui peuvent éventuellement en recouper d'autres, mais même sur le partage des documents, parce que quand vous disiez du coup cette bonne pratique pour la sauvegarde des données, ça fait penser tout de suite aussi au côté accès et gérer les accès. Oui, parce qu'en fait, donc en fait, c'est vrai que tous les sujets sont un petit peu liés
Et du coup, Benjamin, n'hésitez pas aussi à aller voir ce genre de ressources sur la gestion documentaire, sur le cloud. Voilà. Je sais qu'on a des webinaires aussi pareil dédiés à ce sujet qui peuvent partiellement, en tout cas, je l'espère, vous aider à répondre à cette question. Effectivement, parce que SharePoint, c'est surtout utilisé pour les collaborations, comme c'est un espace de partage. Mais du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'enregistrer ces informations sur ce type de groupe pour pouvoir être accessible aussi par les différentes équipes. Très bien. Eh bien, même s'il nous reste encore pas mal de questions et que c'est un sujet, c'est vrai, on a abordé beaucoup de points grâce à vous en peu de temps aujourd'hui à Angèle. Donc forcément, on pourrait encore passer beaucoup de temps à répondre aux questions, mais on arrive à échéance. Je vais vous dire un grand merci pour cette présentation complète, pour votre temps, pour votre écoute suite aux questions. Merci beaucoup à vous et puis merci aussi à Abby pour le coup de main à la modération. Je le redis du coup pour ceux qui auraient raté l'information plus tôt, on mettra bien à votre disposition le replay de ce webinaire ainsi que le support de présentation qu'Angèle utilisait dans notre centre de ressources et vous en serez en plus averti par mail, donc vous ne pourrez pas passer à côté. Et puis on va creuser 2-3 petits points aussi qu'on a évoqués en cours de présentation avec Angèle, par exemple 2-3 exemples de VPN qu'on pourrait vous recommander, ou voilà, si Angèle va gentiment regarder de son côté s'il y a quelques ressources supplémentaires à nous partager. Et puis dans tous les cas, déjà tout ce que vous avez pu faire, c'était super. Donc merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Et puis rendez-vous peut-être pour un prochain webinaire. Pour ceux que ça intéresse, le prochain sur la liste, c'est un webinaire dédié plutôt au côté mailing. On est plus sur de la communication digitale, un tout autre sujet. Et sur comment mettre en place sa première newsletter associative au sein de son asso. C'est le 1er juin avec Abby et moi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire également. C'est dans la partie agenda de notre site. Bonne journée à tous. À Merci bientôt. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.